Merci d'être venus si nombreux. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Serge Haroche, prix Nobel 2012. Donc quand on a dit ça, on arrête, puisque tout éloge par un tiers pourrait paraître désuet et dérisoire. Lorsque j'ai juste un peu regardé dans les archives, c'était des interactions avec l'X. Alors j'ai lu que tu avais passé le concours de l'X en 1963 et que tu avais été reçu premier, mais que tu avais choisi l'ENS où tu as fait l'ensemble de ta carrière entre l'ENS Paris 6 et le Collège de France maintenant, donc le laboratoire Cassel-Brossel, le célébrissime LKB, 3 prix Nobel, excusez du peu. Et donc, ta deuxième interaction avec l'X, c'est que tu as été enseignant au département de physique dans les années 70-80. Voilà. Je te laisse la parole et je te remercie encore. Merci beaucoup. Donc, c'est un grand plaisir d'être de retour ici. Je me souviens que j'ai enseigné dans cet amphi de temps en temps, parce qu'en fait, je faisais surtout des petites classes dans les années 75, 83 ou 84. Et j'étais là au moment où l'X a déménagé de la rue Descartes à Palaiseau. Donc, j'ai assisté à cette époque historique, à cette mutation historique de l'école polytechnique. Comme tu l'as rappelé, donc j'ai fait l'essentiel de ma carrière au laboratoire Cassel-Brossel. Et je suis maintenant professeur au Collège de France. Et les deux carrières vont se réunir puisque d'ici une dizaine de jours, mon laboratoire de l'école normale va déménager au Collège de France, avec d'ailleurs celui de Jean Dalibard, qui est professeur à l'X. Et nous ne quittons pas pour autant le LKB, puisqu'il y a une convention qui va unir le Collège de France et l'ENS pour une cogestion de ce laboratoire, qui a donc des liens qui a établi et tissé des liens très étroits entre l'école normale et le Collège de France. Cohen Tanuji ayant été pendant plus de 30 ans professeur au Collège de France, alors que son laboratoire a été à l'ENS. Donc on maintient une tradition très ancienne. Bon, ceci étant dit, je vais vous parler donc des expériences que nous effectuons depuis longtemps au LKB, que j'aime bien symboliser cette expérience par cette photo qui a été prise qui a été montée par mon collègue Michel Brune, qui représente donc deux mains qui jonglent avec des balles qui représentent en fait des photons rebondissant sur deux miroirs. Lorsqu'on jongle avec des objets ordinaires, l'idée est de les observer et en fonction de cette observation, de modifier le mouvement des mains, c'est-à-dire de réagir sur le système, de manipuler le système que l'on observe. Et si on cherche à le faire avec des photons, la première difficulté que l'on rencontre, c'est comment observer un photon sans le détruire. En fait, si vous réfléchissez à la détection de la lumière, elle est toujours, dans tous les dispositifs pratiques, la lumière est détruite au moment où on l'observe, ne serait-ce que par la vision ordinaire où les photons sont absorbés sur la rétine. Donc, pour faire ces expériences, on a déjà un premier défi à résoudre, comment observer des photons tout en les ayant toujours à disposition après leur observation pour faire des choses avec eux. Donc, on est arrivé à faire cela et on manipule ces champs. Et en faisant ce type d'expérience, on réalise certaines des expériences de pensée qui avaient été imaginées par Einstein et Bohr, par exemple, au début de la théorie quantique. On fait des expériences qui, en fait, illustrent les fondements de la physique quantique, donc qui permettent d'explorer ce qui est vraiment ce que sont les propriétés fondamentales de cette physique quantique. À côté de cet aspect fondamental, on peut également penser que ces expériences conduiront peut-être un jour à des applications à ce qu'on appelle l'information quantique, c'est-à-dire à l'exploitation des lois quantiques qui sont contre-intuitives et qui sont très différentes des lois auxquelles on a l'habitude dans le monde macroscopique pour faire de la logique, des opérations quantiques. On parle de l'ordinateur quantique qui est encore très utopique, mais il y a, avant l'ordinateur quantique, des tas d'applications possibles auxquelles on peut penser en mettant en action cette logique quantique. Alors, toute cette histoire a évidemment commencé en 1905, lorsque Einstein a introduit le concept de photon en physique. Ça a été vraiment le démarrage de la physique moderne. Et c'était en 1905, l'année même du fameux papier sur la théorie de la relativité.
Donc c'est l'année où Einstein a publié 4 papiers fondamentaux, dont le papier sur l'effet photoélectrique, qui a introduit donc le concept de quantification du champ. Alors je vous rappelle, l'idée essentielle provenait d'une difficulté de la physique classique. Comment expliquer le rayonnement du corps noir, des corps chauffés? Vous savez que si on fait l'analyse spectrale du rayonnement d'un corps chauffé, on obtient une courbe typique en cloche qui montre qu'à une température donnée, l'intensité rayonnée maximale à une certaine longueur ou une certaine fréquence. Elle est plus petite pour des longueurs d'onde plus grandes et également plus petite pour des longueurs d'onde plus faibles. Cette courbe en cloche avait été mesurée à la fin du XIXe siècle avec précision parce que des détecteurs photo de lumière, en particulier des détecteurs dans l'infrarouge, avaient été développés, avaient permis de mesurer avec précision cette courbe. Et on avait obtenu donc cette courbe qui était en contradiction flagrante avec une explication classique. Si on utilise les équations de Maxwell et la thermodynamique classique, on arrive à une courbe qui montre que le rayonnement devrait devenir de plus en plus intense lorsque la longueur d'onde diminue, ce qui d'une part ne correspond pas à l'expérience et d'autre part est absurde parce que ça donne une intensité rayonnée infinie. Donc c'était vraiment ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. La première personne qui a commencé à comprendre ça, comme vous le savez, c'est Planck en 1900, qui a montré qu'on retrouvait cette courbe à condition d'introduire un caractère discret dans les échanges d'énergie entre l'atome et la matière. Mais c'est Einstein qui a vraiment compris la profondeur du phénomène. Et je crois qu'il est arrivé en faisant une analogie. Il a fait une analogie avec une autre courbe en cloche bien connue en physique, qui est la distribution des vitesses ou encore des énergies cinétiques des molécules dans un gaz. La fameuse équation de Maxwell-Boltzmann qui nous indique que dans un gaz, par exemple dans l'air de cette pièce, eh bien, les molécules ont une distribution de vitesse et qu'il existe une vitesse la plus probable et puis moins de molécules qui vont plus vite ou plus lentement. Et cette courbe en cloche de Maxwell-Boltzmann, elle avait été interprétée, expliquée par Boltzmann à partir des principes de thermodynamique, à condition d'admettre que le gaz était formé de particules discrètes, les atomes. Et d'ailleurs, à cette époque-là, les atomes étaient une simple hypothèse. Et donc Einstein s'est dit, si j'admets qu'il y a dans la lumière également des particules discrètes, en appliquant les mêmes principes de thermodynamique, je vais trouver cette courbe en cloche. Et c'est en fait en calculant l'entropie du rayonnement à partir de ces hypothèses et en la comparant à la formule de Wien qui donnait l'entropie classique du rayonnement, qu'il est arrivé à cette intuition géniale qu'il devait y avoir des photons. Et qu'il a donné vraiment une base profonde à la théorie de Planck. Et donc, il a conclu que la lumière est faite de quanta, entité discrète d'énergie E égale h nu, h étant bien sûr la constante de Planck. Alors, ce résultat d'Einstein est vraiment fondamental parce qu'il a introduit vraiment le paradoxe quantique. Comment une entité qu'on considérait comme étant une onde jusqu'à présent pouvait être à la fois une onde et un ensemble de particules. Et on va voir que c'est vraiment ça l'essence même du mystère ou encore de l'étrangeté quantique. Alors, quelques années plus tard, les choses ont évolué et je vous rappelle simplement les grandes étapes. Ce dont je vous parle là, c'est ce qu'on appelle l'ancienne théorie des quantas. Comment la physique quantique s'est développée progressivement autour de un peu avant ou un peu après la guerre de 1914. Donc, il y a eu en 1905 le fameux papier d'Einstein. 8 ans plus tard, Niels Bohr a montré qu'il n'y avait pas simplement la lumière qui était quantifiée. Les orbites des électrons sur les atomes étaient aussi quantifiées. Les électrons ne pouvaient orbiter autour des atomes que sur certaines orbites dont les rayons étaient discrets. Et pour calculer ces rayons, il a fait intervenir la même constante de Planck qu'Einstein. Donc il a unifié en quelque sorte ces principes quantiques en montrant que la lumière, comme la matière, obéissait à des lois discrètes, de discrétisation de quantités qui, en physique classique, sont continues. Et cette discrétisation faisait intervenir la même constante. Et puis 10 ans plus tard, Louis de Broglie, en 1923, a donné une interprétation plus profonde à la condition de quantification de Bohr en suggérant que les électrons eux-mêmes sont des ondes et que l'onde, que dans l'atome d'hydrogène par exemple, eh bien, on a une onde qui tourne autour du noyau et la condition de quantification, elle revient simplement à dire qu'il y a un nombre entier de longueurs d'onde de Broglie qui sont présentes dans le cercle. Et c'est en exprimant cette condition de résonance quantique que de Broglie a montré l'équivalence avec la théorie de Bohr. Vous voyez ainsi que petit à petit, au cours de cette décennie ou de ces 15 années, eh bien, on a eu une levée, ce qu'Einstein a appelé la levée progressive du grand voile. Ce qu'il appelait le grand voile, c'est le voile qui cachait le monde microscopique aux physiciens
Et donc, lorsque De Broglie a présenté sa thèse, qui était dirigée par Paul Langevin ne comprenait pas très bien les idées de Broglie. Il avait envoyé le texte de la thèse à Einstein, et dans une lettre fameuse, Einstein a répondu à Langevin, oui, vous pouvez lui faire soutenir sa thèse, ce jeune homme a levé un pan du grand voile. Donc c'était cette phrase. Et donc ce fameux grand voile, il a été levé complètement dans la fameuse année 1926, au cours de laquelle, indépendamment, Heisenberg, Schrödinger et Dirac ont établi la théorie quantique, c'est-à-dire le formalisme mathématique qui expliquait et qui rassemblait toutes ces idées un peu disparates qui avaient été développées auparavant. Donc une théorie, ça demande des équations. On raconte d'ailleurs que lorsque Schrödinger, qui était un physicien qui travaillait à Zurich, a présenté dans un séminaire les idées de Broglie, il y a un physicien de la génération antérieure, de Baye, a dit à Schrödinger, ça c'est des idées fumeuses, s'il y a une onde, il faut qu'il y ait une équation. Où est l'équation d'onde? Je ne la vois pas dans ce que tu as raconté. Et donc Schrödinger s'est isolé dans des conditions un peu bizarres qui ont été racontées par ailleurs, et il a établi la fameuse équation d'onde qui a été vraiment le point de départ de la physique quantique. Heisenberg et Dirac donnant deux formulations qui paraissaient à l'époque différentes, mais dont on a montré qu'elles étaient strictement équivalentes à celles de Schrödinger. Et petit à petit, donc, ce grand voile a été complètement levé et a introduit en physique le fameux dualisme entre ondes et particules, qui en fait n'est qu'une expression de ce qu'on appelle le principe de superposition. Dire qu'une particule est une onde, c'est que la particule a une propriété fondamentale de non-localité, qu'elle peut être simultanément à plusieurs endroits, et ça, c'est l'essence du principe de superposition. Et ce principe de superposition, évidemment, bouleverse toutes les idées classiques de déterminisme, de trajectoire, de ce que les physiciens appelaient la réalité physique. La réalité quantique est très différente de la réalité physique de la physique classique. Et ce dualisme onde-particule, il est illustré de façon éclatante dans l'expérience des fentes Young, que vous connaissez tous, et que je vais rappeler ici simplement pour vous montrer qu'elle contient en fait l'essentiel du mystère de la physique quantique. En fait, le physicien Richard Feynman disait cette expérience, c'est la quintessence de la physique quantique. Et on ne peut pas la comprendre avec un esprit classique. C'est une expérience qui est très simple. Comme vous le savez, vous avez une source de particules. Ça peut marcher avec des photons. D'ailleurs, c'est l'expérience de Young au début du XIXe siècle a été faite avec des lumières, mais elle marche également avec des électrons, des atomes, des molécules. On l'a fait des neutrons, on l'a fait avec des tas de particules. On fait suivre deux chemins différents à ces particules, par exemple en leur faisant traverser un écran percé de deux fentes, et puis on collecte les particules sur un deuxième écran. Et comme vous le savez, ce qu'on voit, c'est une distribution de franges brillantes où les particules ont une probabilité importante d'arriver, séparées par des franges sombres. Et cette expérience est particulièrement éclairante, si j'ose dire, si on la fait avec une source extrêmement faible, telle qu'il n'y a qu'une particule à la fois dans l'interféromètre. Alors vous allez voir comment se constitue une figure d'interférence avec des photons. Ici, c'est une expérience que vous pouvez trouver sur l'Internet, c'est une vraie expérience. Et vous allez voir, donc on voit que les photons arrivent un à un sur cet écran, donc ce sont des particules discrètes, et on voit se former l'histogramme de la distribution de ces photons lorsque suffisamment de photons sont arrivés. Et donc on voit à la fois l'aspect granulaire et l'aspect ondulatoire, puisque la figure d'interférence ne peut résulter que d'un phénomène ondulatoire. Et donc, lorsqu'on vraiment on se pose la question comment cette expérience est possible, on arrive vraiment à quelque chose qu'un esprit classique ne peut pas comprendre. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela quand les particules traversent une à une? Vous avez un seul photon dans l'appareil, et le photon, entre guillemets, sait qu'il n'a pas le droit d'arriver sur une frange sombre, puisqu'il n'y arrive jamais. Et ça veut dire que lorsque le photon traverse l'appareil, il doit, entre guillemets, d'une façon ou d'une autre, savoir si le trou par lequel il n'est pas passé était ouvert ou fermé. Parce que si le trou par lequel il n'est pas passé était fermé, il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas sur des franges sombres. Donc, quelle que soit la façon dont on essaye d'analyser cette expérience, on arrive à la conclusion que s'il y a des franges, d'une façon ou d'une autre, la particule doit traverser les deux fentes à la fois simultanément, les deux fentes ensemble. Et ça, c'est le principe de superposition, et c'est complètement contradictoire avec la notion même de trajectoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas définir la trajectoire de la particule dans l'interféromètre. Une autre raison pour laquelle je rappelle cette expérience vraiment fondamentale, c'est qu'elle, comme nous allons voir, elle contient un autre concept. Elle contient d'abord le principe de superposition,
C'est la seule équation vraiment que j'écrirai ici. Ce qu'on appelle la fonction d'onde de la particule est une superposition de la fonction d'onde qu'elle aurait si elle passait par la fente de gauche, c'est-à-dire si la fente de droite était fermée, et de la fonction d'onde qu'elle aurait si elle passait par la fente de droite, c'est-à-dire si la fente de gauche était fermée. Et ce principe de superposition, appliqué ici, a conduit, après beaucoup de réflexions, Bohr à introduire son fameux principe de complémentarité. Qu'est-ce que dit la complémentarité de Bohr? C'est qu'elle dit que les notions de particules et d'ondes sont les deux aspects, les deux faces d'une même réalité physique, et de faces exclusives, c'est-à-dire qu'on voit une manifestation ou l'autre suivant la façon dont on réalise l'expérience. Donc l'aspect observé dépend en fait de l'appareil qu'on utilise pour observer, et on arrive à cette idée essentielle que l'on apprend dès qu'on commence la physique quantique, c'est qu'il est impossible de parler de mesure ou d'observation en physique quantique sans tenir compte de la perturbation, de la réaction de l'observation sur l'objet observé. Et cet aspect de complémentarité, j'aime bien l'exprimer par cet ambigramme, donc, qui doit être en anglais, parce qu'autrement ça ne marche pas. Est-ce que vous lisez ça, la lumière est une onde ou la lumière est une particule? Il y a une ambivalence, et cette ambivalence dépend de votre disposition d'esprit au moment où vous la lisez. Et comme on a une certaine rigidité dans le cerveau, une fois que vous avez donné une interprétation, vous avez du mal à passer à l'autre. Eh bien, Niels Bohr dit à peu près la même chose. Il dit, vous verrez, la réalité physique va être décrite par onde ou corpuscule, non pas suivant votre disposition d'esprit, mais suivant la disposition de l'appareil avec lequel vous faites l'expérience. Alors, cet ambigramme est dû à Douglas Hofstadter, qui a écrit beaucoup de livres sur la notion de perception et comparé les aspects scientifiques, mathématiques et physiques du monde. Il a en particulier écrit un livre qui s'appelle Gödel et Scherbach, où il compare le théorème de Gödel avec une suite de Bach et avec les dessins ambigus d'Escher. Donc c'est un livre qui a eu un grand succès il y a une trentaine d'années. Donc il aime bien faire ce genre d'ambigramme, il en a fait des tas d'autres. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce fameux principe de complémentarité? En fait, lorsqu'il a été introduit par Bohr, Einstein et Bohr ont discuté pied à pied de ce que ça signifiait vraiment, et en particulier dans les deux conférences Solvay de 1927 et de 1930, dans lesquelles les concepts quantiques ont été discutés pour la première fois. Et Einstein n'aimait pas du tout. En fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que Einstein, qui était vraiment responsable de l'introduction de cette complémentarité, n'aimait pas du tout ces conséquences, et il cherchait vraiment à mettre la nature au pied du mur, et à montrer qu'on pourrait faire des expériences qui montreraient la contradiction entre les aspects ondes et particules. Et en particulier, il avait imaginé une modification des dispositifs de Young extrêmement simple, dans laquelle simplement la fente supérieure était sur un appareillage mobile, accroché à des petits ressorts. Et l'idée d'Einstein était, pour trouver le chemin de la particule, il n'y a qu'à détecter le mouvement de la fente supérieure. Vous voyez que si la particule passe par la fente du haut, elle va subir un recul lorsque la particule va être diffractée par la fente du haut va se mettre à osciller, et on aura ainsi un témoignage que la particule est passée par la fente du haut. C'est beaucoup plus subtil que de la fermer, bien sûr, parce que si vous la fermez, il n'y a plus de problème. Si vous la laissez ouverte, est-ce qu'on aura des franges d'interférence après cela? Et Bohr n'a pas eu de mal à lui répondre par un raisonnement qui est bien connu. Si on veut que cette fente du haut soit capable de repérer le mouvement, il faut définir son impulsion initiale avec une incertitude delta P très petite, parce qu'elle va changer d'impulsion de façon très faible. Donc delta P doit être très petit, mais si delta P est très petit, l'incertitude sur la position delta X de la fente va être grande. D'après la relation de Heisenberg, delta X, delta P plus grand que H. Donc ça veut dire qu'il y aura un flou sur la position de la fente initiale. Ce flou est bien connu, c'est ce qu'on appelle l'oscillation de point zéro d'un oscillateur. Même au repos, un oscillateur a une fluctuation dans sa position. Et le delta X qui apparaît ici est exactement ce qu'il faut pour brouiller la différence de marche et rendre les franges impossibles à voir. Donc la seule chose que Bohr a démontré à Einstein, c'est que la physique quantique était cohérente, qu'à l'intérieur du formalisme quantique, dans lequel les relations d'Heisenberg sont essentielles, il y avait quelque chose qui empêchait qu'on voit à la fois la trajectoire et le caractère ondulatoire. Un autre intérêt de cette expérience, c'est qu'elle introduit en physique déjà le fameux principe, le fameux concept d'intrication. Regardez cette expérience. La particule,
soit elle traverse par la fente du haut, soit elle traverse par la fente du bas, et elle est dans une superposition de ces deux états, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la particule n'est pas seule dans cette expérience. La particule interagit avec la fente du haut, et vous voyez que si la particule traverse par la fente du haut bouge, alors que si la particule traverse par la fente du bas, la fente du haut ne bouge pas. Et donc vous voyez que maintenant le système particule plus fente a un état quantique qui est un état intriqué. Cette expression mathématique ne peut pas être séparée en un produit de l'expression rouge par un produit de l'expression bleue. C'est ça l'intrication. C'est le fait que le système physique, l'identité quantique du système physique est unique et on ne peut pas la séparer en un produit d'une identité physique pour une partie du système et par l'autre. À cette époque, en 1927, ce principe d'intrication n'avait pas encore été défini formellement. Il ne devait l'être par Schrödinger que 8 ans après, mais vous voyez qu'il est déjà là, implicitement, dans la discussion de cette expérience. Et en fait, cela ressemble déjà beaucoup à un chat de Schrödinger. Vous voyez que cette fameuse fente, elle est dans une superposition à la fois de bouger et de ne pas bouger. Exactement comme le fameux chat de Schrödinger, dont je vous rappelle l'histoire ici, est dans une superposition d'être vivant et mort. Schrödinger, ce qu'a fait Schrödinger, c'est qu'il a repris exactement la même idée. Il a imaginé qu'on emprisonne un système macroscopique, un chat, avec un atome unique, et que l'atome se trouve dans une superposition de deux états, un état excité qui ne fait rien au chat, et un état fondamental dans lequel l'atome a émis un photon ou une particule qui déclenche un dispositif qui tue le chat. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir une superposition de l'état combiné dans lequel l'atome est excité, le chat vivant, et l'atome désexcité, le chat mort. Mais mathématiquement, c'est strictement équivalent à ce que je vous ai présenté avant. Le génie de Schrödinger a été de remplacer la fente, qui est une notion assez triviale, par un chat. Et donc, l'histoire du chat de Schrödinger a pris une popularité extraordinaire, même en dehors de la physique quantique, alors que si on parlait de la fente de Bohr ou de la fente d'Einstein, ça aurait certainement beaucoup moins de résonance. Mais c'est exactement la même idée. Et cette idée, c'est que pour des systèmes en interaction, le principe de superposition conduit de façon inévitable à l'intrication quantique. Et si l'un des systèmes est gros, ça pose immédiatement la question de la limite classique quantique. Vous voyez que si vous exportez le principe de superposition au niveau atomique au gros système, vous arrivez à des bizarreries, au fait que les gros systèmes doivent être dans superposition d'états. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne les voit jamais, ces superpositions d'états macroscopiques? Et c'est le problème de la limite classique quantique que je discuterai à la fin de cet exposé. Je terminerai par une dernière expérience de pensée. Et quid de la relation d'incertitude entre le temps et l'énergie, qu'on appelle également une relation d'Heisenberg, qu'on exprime sous la forme delta E, delta T plus grand que H, et qui exprime le fait que lorsque dans un processus physique, l'énergie change, eh bien, la précision avec laquelle on peut définir le changement d'énergie, delta E, est liée à la précision avec laquelle on peut définir l'instant où ce changement est intervenu, delta T, par une relation d'incertitude de ce genre. Et Einstein a essayé également, cette fois-ci au Congrès Solvay 1930, de mettre au défi Bohr, de lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas faire une mesure qui viole cette inégalité. Et c'est là qu'il avait imaginé la fameuse expérience de la boîte à photons. Einstein avait raisonné de la façon suivante, il avait dit, imaginons qu'on ait une boîte aux parois très réfléchissantes qui puisse contenir un ou quelques photons, et qu'on veuille compter ces photons, savoir combien on a de photons dans la boîte. Et donc ça nous ramène aux expériences que je vous décrirai plus tard. Et l'idée d'Einstein, c'était, pour mesurer, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va peser la boîte dans le champ de pesanteur terrestre. Si elle contient un champ électromagnétique, ce champ électromagnétique a de l'énergie. L'énergie est équivalente à une masse à cause de E égale mc2, et donc la boîte va peser plus ou moins lourd suivant le nombre de photons qu'elle contient. C'est un tout petit effet, mais là on s'intéresse à l'aspect conceptuel. Donc Einstein a dit, il suffit de peser la boîte avec un delta E aussi petit qu'on veut, parce qu'on peut prendre autant de temps qu'on veut pour faire la mesure, à condition qu'elle conserve les photons sans les absorber, que les parois n'absorbent pas les photons. Et puis on va laisser, pendant un temps très court, les photons s'échapper, et puis ensuite on aura tout le temps qu'il faut pour mesurer le poids de la boîte après, donc on aura delta E avec une précision arbitraire, et si on a une bonne horloge qui est capable de nous donner un delta T aussi court et aussi précis qu'on veut, il n'y a aucune raison que delta E et delta T ne soient pas arbitrairement petits, et donc on ne viole pas Heisenberg. Alors là, Bohr a eu beaucoup plus de mal. L'histoire raconte qu'il a passé une nuit blanche à se torturer parce que ça risquait de mettre en cause
un concept fondamental de physique quantique, et il est revenu triomphalement le lendemain matin en expliquant à Einstein qu'il devait faire attention à la mesure du temps dans cette expérience, parce que cette horloge, elle allait monter et descendre dans le champ de gravitation terrestre, et qu'il y a un effet qui est le redshift gravitationnel, le fait que le temps qu'indique une horloge dépend de sa position dans le champ de gravitation, et que, en faisant un petit calcul que les anglo-saxons appellent back of the envelope, il montrait que cette incertitude était exactement ce qu'il fallait pour sauver les relations de Heisenberg. Et donc, l'histoire raconte qu'Einstein a été mortellement vexé parce qu'on lui a ressorti son principe de relativité générale pour remettre sur pied la physique quantique. Alors, je ne veux pas discuter de ça, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette expérience, elle marie à la fois un piège à photons, une boîte, et une horloge qui mesure l'instant où les quantas de lumière s'échappent. Et vous allez voir que les expériences qu'on fait à l'ENS font cela, évidemment, avec un dispositif plus moderne que ce type de boîte. Il est clair que modifier la hauteur de cette boîte dans le champ de gravitation de quelques centimètres fait un tout petit effet gravitationnel. Mais si vous y réfléchissez, ce n'est pas si petit que ça. Hein. Les horloges atomiques que l'on réalise maintenant en se servant précisément de la manipulation de particules isolées, les expériences que David Wineland fait à Boulder, sont tellement précises, sont basées sur des horloges atomiques tellement précises qu'on voit le redshift correspondant à une différence de quelques centimètres de hauteur dans le champ de gravitation. Ça correspond à une précision d'horloge d'1 seconde sur l'âge de l'univers. Donc on sait maintenant fabriquer des horloges atomiques qui, si on les avait fait démarrer au moment du Big Bang, ne seraient pas décalées l'une par rapport à l'autre de plus d'1 seconde. Donc vous voyez qu'on arrive maintenant à des degrés de précision qui rendent ces expériences de pensée faisables. Et à l'époque, les physiciens pensaient en fait que ces expériences de pensée ne seraient jamais possibles. Et il y a d'ailleurs des citations, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire jamais. Même quelqu'un comme Schrödinger, il a dit des choses qui n'étaient pas absolument exactes. Il a dit par exemple en 1952 « We never experiment with single electrons, atoms or small molecules. In thought experiments we assume that we do. It always results in ridiculous consequences. » Donc l'objet de mon discours maintenant, c'est essayer de vous montrer que les conséquences ne sont pas ridicules. Parce que qu'est-ce que voulait dire Schrödinger quand il disait ça? Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'en 1952, tout le monde savait qu'il y avait des particules. Un fameux professeur de l'école polytechnique, le prince Ringuet, détectait des particules. Et toute la physique moderne au CERN qui avait déjà commencé, ou la physique qui se faisait à l'accélérateur de Berkeley avant le CERN, détectait des particules. Et Schrödinger le savait. Voilà par exemple des particules détectées par des traces dans une chambre à bulles. Donc Schrödinger savait que ces particules pouvaient être observées, mais selon lui, ça ne pouvait être que des expériences post-mortem, dans des expériences destructrices. Ce que disait Schrödinger, c'est que le physicien des particules est comme un paléontologue qui récupère des traces d'événements qui se sont produits dans le passé et doit reconstituer l'objet à partir de ces traces provenant de la destruction des objets. Et il y a une autre citation dans le même papier qui l'exprime bien. « It is fair to state that we are not experimenting with single particles any more than we can raise ichthyosaura in the zoo. We are scrutinizing records of events long after they have happened. » Donc voilà le point où on était dans les années 50-60, mais les choses ont évidemment changé et la technologie moderne a vraiment maintenant rendu possible le contrôle et la manipulation de tout un zoo de particules, manipulations qui sont devenues bien réelles, comme vous allez le voir. Et ceci grâce au développement de nouvelles technologies. L'instrument qui a vraiment révolutionné tout, c'est le laser accordable. Le fait qu'on peut maintenant manipuler les degrés de liberté interne et les degrés de liberté externe, c'est-à-dire la vitesse, ralentir, piéger les atomes et les mettre dans des états quantiques bien définis. Et ça n'existait évidemment pas à l'époque de Schrödinger. Schrödinger est mort pratiquement l'année où le laser a été inventé. Bohr et Schrödinger sont morts dans les années où le laser a été inventé, donc ils étaient incapables d'imaginer ce qu'on pourrait faire avec les lasers. Deuxième élément essentiel, les ordinateurs rapides. Il est essentiel d'être capable de stocker l'information que nous donnent ces particules en temps réel, si on veut les observer, sans les détruire, si on peut réagir sur elles. Et dans certaines expériences comme les nôtres, il nous faut des matériaux supraconducteurs. Les miroirs
qu'on utilise dans nos cavités sont supraconducteurs. Et si vous y réfléchissez, ces trois technologies sont des technologies quantiques. Sans la physique quantique, on n'aurait pas construit de lasers, d'ordinateurs pour lesquels on a besoin de transistors, et on n'aurait pas compris la supraconductivité. Donc finalement, le point sur lequel je voudrais insister ici, c'est qu'il y a entre la physique fondamentale et les applications un lien absolument indissoluble. Les applications ne peuvent provenir que de retombées de compréhension fondamentale de la nature, et inversement, à partir de ces applications, on dispose d'outils qui sont de plus en plus précis pour investiguer, comprendre ce qui se passe au niveau microscopique. Et donc c'est ça qui a été à la base du prix Nobel de l'année dernière. Le titre de la citation, c'était « Le contrôle des particules dans le monde quantique ». Et donc j'ai partagé ce prix avec mon ami Dave Wineland, et je voudrais indiquer en un ou deux mots la symétrie entre nos deux expériences. Ce sont en fait les deux faces d'une même médaille. En fait, ce que fait Dave Wineland à Boulder, c'est qu'il manipule, sans le détruire, un ou quelques atomes en se servant de lumière. Il fabrique, avec un réseau d'électrodes convenablement agencé, un piège pour des atomes. Les atomes se trouvent donc piégés dans une petite région de l'espace, et il manipule et interroge ces atomes à l'aide de faisceaux de photons, à l'aide de lasers. Les lasers servent à la fois à refroidir les atomes dans le piège, à les préparer dans des états particuliers et à détecter la lumière de fluorescence qu'ils émettent. Et nous, à Paris, nous faisons le contraire. Nous piégeons dans une cavité supraconductrice quelques photons et nous faisons traverser par un jet d'atomes cette cavité. Ces atomes se couplent aux photons, sortent, on détecte les atomes et on obtient une information sur le champ par l'intermédiaire de l'empreinte que le champ a laissée sur les atomes lorsque les atomes ont traversé la cavité. Donc symétrie, dans un cas, on observe la matière avec la lumière, dans l'autre cas, on observe la lumière avec la matière. Et dans les deux cas, on fait de la physique, par opposition à la physique post-mortem de Schrödinger, on fait une physique in vivo, puisqu'on veut maintenir intactes, en tout cas ne pas détruire les particules pendant qu'on les observe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est difficile, et c'est encore plus difficile pour les photons, parce que la détection traditionnelle des photons est destructrice. Dans les deux cas, on s'intéresse à l'interaction entre la matière et la lumière au niveau le plus fondamental. In fine, ce qu'on observe, c'est comment un seul atome interagit avec un seul photon. Et donc ça, c'est vraiment l'interaction électromagnétique à son niveau le plus basique. Alors, ce que je voudrais dire, bien sûr, c'est qu'on n'est pas les deux seuls groupes à faire ça. Il y a actuellement de nombreux groupes dans le monde qui contrôlent des particules isolées, l'un des objectifs étant de faire de l'information quantique. Alors, je ne vais pas parler beaucoup des expériences d'ions à la Wineland, je vais simplement vous montrer une image, 2 ou 3 images ici. Vous avez ici 5 ions de beryllium dans le laboratoire de Dave Wineland, photo prise en 2000. Vous voyez l'échelle qui montre les électrodes, 0,2 mm ici, et vous voyez que les atomes apparaissent comme des points extrêmement brillants. Alors, la taille de chacun de ces points est évidemment beaucoup, beaucoup plus grande que la vraie taille de l'atome. L'atome a une dimension de l'ordre de l'angstrom, et ce sont des tâches de diffraction optique de l'ordre du micron ou de la fraction de micron. Pourquoi est-ce qu'on les voit aussi gros? C'est tout simplement parce que ces atomes diffusent, on les éclaire par de la lumière, et ils diffusent des photons, et on recueille ces photons sur l'objectif d'un microscope, et on regarde à travers un microscope essentiellement, et on voit chaque atome comme un petit point brillant, comme une petite étoile brillante, et ces atomes sont maintenus à une distance de l'ordre de quelques microns par la force électrostatique. En fait, ils sont piégés, ils voudraient tous aller au centre du piège, mais comme ils sont chargés, ce sont des ions, ils se repoussent et ils prennent une structure de cristal monodimensionnel, une ligne d'atomes. Donc voilà 5 atomes, mais on a fait beaucoup mieux. Vous voyez maintenant ici 14 ions de calcium dans le laboratoire d'un autre physicien qui fait ce genre d'expérience, Rainer Blatt à Innsbruck. Et Rainer Blatt m'a envoyé récemment une autre photo où cette fois-ci il y a une chaîne de 30 ions de calcium. Et ces systèmes-là sont utilisés pour faire de l'information quantique. Pourquoi? Parce que chacun de ces ions, on peut isoler dans chacun de ces ions 2 niveaux. Si vous voulez, quand on a un système à 2 niveaux, on peut toujours imaginer que c'est un spin, un petit moment magnétique qui pointe soit vers le haut, soit vers le bas. Et donc on peut faire des chaînes d'ions, des chaînes de spin, en fait, qui pointent vers le haut ou vers le bas. Et le dénombrement des nombres d'états est évidemment très intéressant. Chaque ion étant un système à 2 états, si vous en avez n,
vous travaillez dans un espace qui a 2 puissance n états. Et vous voyez par exemple que si n vaut 30, 2 puissance 30, c'est déjà plus que 1 milliard. Donc en fait, ce petit boulier d'atomes contient plus d'1 milliard d'états quantiques, sans compter le fait que vous pouvez fabriquer une combinaison linéaire arbitraire de ce milliard d'états. Donc vous imaginez toute l'information que l'on peut stocker dans un système de ce genre, et comment, en faisant interagir arbitrairement deux ions quelconques de cette chaîne, on peut réaliser des opérations extrêmement compliquées. Donc on peut considérer ça comme une espèce de boulier atomique pour faire de ce qu'on appelle de l'information quantique. Bon, mais je ne dirai pas plus sur ce genre d'expérience, et je voudrais me focaliser sur celle que nous faisons, nous, à Paris, dans la deuxième partie de cet exposé. Et on peut résumer ça en disant qu'il s'agit de l'atome de Bohr qu'on essaie de faire rentrer dans la boîte à photons d'Einstein. Alors, notre boîte à photons, elle est d'une nature très différente, et on va essayer de compter des photons sans les détruire, mais d'une façon différente d'Einstein. On ne va pas peser la boîte dans le champ de gravitation, bien sûr, on va faire quelque chose d'autre. Alors, quelle est la boîte qu'on utilise ? On a deux miroirs qui se font face. Ce sont des miroirs qui sont réalisés dans un bloc de cuivre, poli avec une très grande précision, et on dépose sur ce cuivre une fine couche de niobium qui est supraconducteur. On va travailler à très basse température, une température de l'ordre de 0,8 degrés absolu. Et on obtient donc des miroirs qui sont extrêmement réfléchissants, non pas pour de la lumière visible, mais pour de la lumière micro-ondes. On travaille à une fréquence de 50 GHz. Ça correspond à une longueur d'onde de 6 mm à peu près. Et donc on s'arrange pour qu'un atome à la fois interagisse avec un ou quelques photons dans cette boîte. Les atomes traversant la boîte. Et en fait, la boîte, elle est formée de deux miroirs face à face, comme la cavité d'un laser. C'est ce qu'on appelle une cavité Fabry-Perot, mais pour des micro-ondes. Alors cette boîte, elle a quand même des caractéristiques exceptionnelles. On se vante en disant, je pense qu'on ne se vante pas, enfin, on insiste sur le fait que ce sont les meilleurs miroirs du monde, puisque la lumière peut rebondir plus d'1 milliard de fois sur ces miroirs. Et si vous dépliez la trajectoire d'un photon, vous arrivez à la circonférence terrestre, 40 000 km, qui est parcourue pendant un temps supérieur à 1/10 de seconde. Donc la lumière est piégée pendant plus d'1/10 de seconde entre ces miroirs, et ça laisse beaucoup de temps aux atomes pour traverser, bien sûr. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est d'imaginer, de dire que cette structure de deux miroirs qui se font face, de Fabry-Perot, elle est extrêmement commune. La plupart des ascenseurs dans lesquels vous pouvez rentrer ont deux miroirs face à face qui vous permettent, pendant que vous montez ou vous descendez, de vous admirer les quelques dizaines de réflexions que vous pouvez voir. Et en général, vous ne voyez pas plus que quelques dizaines de réflexions parce que les miroirs ne sont pas très bons. Alors, si vous vous imaginez dans cette boîte, vous allez voir plus d'1 milliard de réflexions, c'est-à-dire que vous allez voir quasiment la population de la Chine ou de l'Inde réfléchie à partir de vous seul. Donc, vous voyez le genre de qualité de miroir dont on doit disposer. Et donc, le principe de l'expérience, je vous le montre là. Vous avez le champ dans la cavité, et les atomes traversent un à un, et puis ils sont détruits à la sortie. On les détecte en les détruisant, donc on est destructeur pour les atomes, mais comme vous allez voir, on n'est pas destructeur pour le champ. Alors pour cela, bien sûr, donc l'analogie avec la boîte à photons est assez claire. La boîte, c'est évidemment la cavité. Et qu'est-ce que c'est que l'horloge ? Je vais vous montrer que l'horloge, c'est en fait l'atome qui traverse la cavité, qui travaille dans un dispositif d'horloge atomique. Alors pour cela, on a besoin d'atomes spéciaux, et c'est là que Bohr intervient à nouveau. En fait, l'atome qu'on réalise, c'est vraiment l'atome de l'ancienne théorie des quanta. Une particule qui tourne sur un cercle, sur une orbite discrète sur un cercle. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On part d'un atome dans l'état fondamental, donc il y a une dimension de l'ordre d'un angstrom, et à l'aide de lasers, on excite un électron de valence sur une orbite circulaire géante à l'échelle atomique, qui a un diamètre de 0,1 micron. C'est-à-dire qu'on fabrique une énorme antenne au niveau atomique, et on la définit par son nombre quantique principal. Dans notre expérience, n égale 51. Qu'est-ce que ça veut dire que le nombre quantique principal est 51 ? Ça veut dire qu'il y a 50 longueurs d'onde de De Broglie de l'électron sur le cercle. Donc on peut imaginer cet atome comme une petite onde qui tourne avec 50 longueurs d'onde qui se rebouclent sur elle-même. Et cette onde électronique, donc on réalise cet atome à l'aide de lasers et de photons polarisés circulairement, parce qu'on met du moment angulaire dans le système, bien sûr.
Et si vous réfléchissez à cet atome, l'onde électronique est complètement délocalisée. L'amplitude de probabilité de trouver l'électron est la même partout. Ça veut dire que le centre de gravité de l'électron coïncide avec le noyau, et ça veut dire que cet atome n'a pas de dipôle électrique. Cet atome n'a pas d'orientation particulière dans l'espace pour sa charge. Si vous avez besoin d'un dipôle électrique, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Vous appliquez une impulsion de micro-ondes qui mélange l'état E n égale 51 à l'état G n égale 50. Les deux niveaux de Rydberg voisins, qui ont l'un 50 nœuds dans sa fonction d'onde et l'autre 49 nœuds dans sa fonction d'onde. Et on fabrique la superposition d'états E plus G. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup de physique quantique pour comprendre ce qui va se passer. Si vous superposez deux ondes qui ne diffèrent que par une longueur d'onde, il est clair que les ondes vont s'ajouter constructivement à une extrémité de l'orbite et négativement à l'autre, parce qu'on manque juste une longueur d'onde en passant de l'une à l'autre. Et donc maintenant, vous avez un dipôle électrique. Vous pouvez dire que vous avez fabriqué un paquet d'ondes, et ce paquet d'ondes tourne à la fréquence de 50 GHz dans le plan de l'orbite. Et on peut décrire ce paquet d'ondes qui tourne à 51 GHz soit comme une planète autour du Soleil, c'est le modèle de Bohr, sachant que cette orbite est quantifiée, elle a un rayon qui est n au carré fois le rayon de Bohr, et on peut également le voir comme l'aiguille d'une horloge sur son cadran. Et si on est capable de compter le nombre de tours que cette horloge fait, on va avoir une horloge atomique, une horloge dont l'étalon de temps est basé sur une fréquence atomique qui est ici la fréquence entre les niveaux n égale 50 et 51 de l'horloge. Comment est-ce qu'on détecte les atomes? On détecte les atomes en appliquant un champ électrique par ce qu'on appelle l'ionisation sélective. Alors je vous donne le principe ici. Voilà le champ de Coulomb dans lequel l'électron de Rydberg évolue. Et voici en énergie l'état E et l'état G. L'état supérieur qui a une énergie un peu plus grande que l'état inférieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous appliquez un champ électrique statique à cet atome, vous allez déformer le potentiel et vous allez rajouter un potentiel linéaire dont dérive le champ électrique. Et vous pouvez, en ajustant l'amplitude du champ électrique, c'est-à-dire la pente de cette droite, vous pouvez vous arranger pour que le niveau supérieur se trouve juste au sommet de la barrière et s'échappe. L'électron s'échappe. Donc vous pouvez ioniser l'atome de façon sélective puisque l'état inférieur reste lié. Et si vous appliquez une rampe de champ qui croît au cours du temps, c'est-à-dire que si vous faites varier la pente de ce champ électrique au cours du temps, vous allez atteindre à deux instants différents le seuil d'ionisation du niveau supérieur puis du niveau inférieur. Et vous allez obtenir un courant électronique que vous pourrez amplifier ensuite, séparé dans le temps pour les niveaux E et G. En d'autres termes, chaque atome va vous donner un bit d'information, 0 ou 1, E ou G, et c'est cette accumulation d'informations au fur et à mesure que les atomes traversent la cavité qui va vous permettre de construire votre connaissance du champ à l'intérieur de la cavité. Alors comment est-ce qu'on fait? Sur quel effet on va se baser? La première idée, ça serait de dire on va envoyer des atomes qui vont absorber ou émettre des photons. Si les atomes sont résonnants avec le champ de la cavité, ils vont être capables d'absorber ou émettre des photons, mais ce n'est certainement pas ce qu'on veut. Si on faisait ça, on fabriquerait simplement une surface photosensible atomique et on ferait de la détection ordinaire qui détecte les photons en les détruisant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour que la transition atomique ait une fréquence légèrement différente de celle du champ. On crée un léger déplacement de fréquence qui interdit aux photons d'être absorbés ou émis. Mais dans ce cas-là, la lumière a quand même un effet sur l'horloge. Lorsqu'un atome est non résonnant et qu'il interagit avec la lumière, les énergies de l'atome sont légèrement déplacées par ce qu'on appelle le déplacement lumineux, ou en anglais le light shift. Et ces light shifts ont été introduits en physique par Cohen-Tanuji dans sa thèse en 1961. Ce qu'on appelle les shifts lumineux, les déplacements lumineux, qui jouent un rôle essentiel dans toute la physique atomique et la manipulation de l'atome. Alors, à quoi ça correspond dans nos expériences? Voilà l'atome dans l'état E, il traverse la cavité, il subit un light shift dans un sens, et le light shift, évidemment, s'annule lorsque l'atome sort de la cavité. Si l'atome est dans le niveau G, il subit un light shift en sens opposé, et ce light shift, que j'appelle delta En, est proportionnel au nombre de photons, à l'intensité de la lumière. Donc vous voyez que si vous préparez une superposition de ces deux états, elle va évoluer à une fréquence différente dans la cavité, et cette fréquence différente va dépendre du nombre de photons. Et le déphasage du dipôle atomique va être obtenu en accumulant cette différence de fréquence pendant le temps que l'atome traverse la cavité, et on a une quantité qui est proportionnelle au nombre de photons, Φ0 étant le déphasage par photon. Et la sensibilité des atomes de Rydberg est telle qu'on peut atteindre un déphasage par photon égal à 180 degrés. Ça veut dire que
suivant que la cavité contient 0 ou 1 photon, si on a préparé un dipôle dans une direction, le dipôle va sortir dans une direction s'il y a 0 photon et dans la direction opposée s'il y a 1 photon, mais sans absorber la lumière. Et si on est capable de mesurer la direction du dipôle, c'est-à-dire la phase de cette cohérence atomique, en mesurant delta phi, on compte les photons sans les détruire. Alors comment est-ce qu'on mesure une phase de superposition atomique en physique? Eh bien, on fabrique un interféromètre. Et cet interféromètre, c'est une horloge à atomes de Rydberg. Le principe de l'expérience est montré là. Vous avez la cavité qui contient les photons que vous voulez compter, la boîte dans laquelle vous fabriquez vos atomes de Rydberg circulaires. Ces atomes sortent, traversent un à un la boîte, et ils arrivent ici dans le détecteur où le champ électrique appliqué permet de savoir si l'atome est sorti dans l'état E ou dans l'état G. Ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Alors, l'ingrédient nouveau ici, c'est qu'avant que l'atome entre dans la cavité et après qu'il en sorte, on le fait traverser 2 cavités auxiliaires, que j'ai appelées R1 et R2, dans lesquelles on applique une impulsion classique de micro-ondes qui a pour effet de mélanger les niveaux E et G une fois et puis une deuxième fois. Et cette succession de 2 cavités qui mélangent les niveaux, c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Ramsey. Il a été inventé par Ramsey en 1949 et c'est le dispositif qui est utilisé dans toutes les horloges atomiques modernes. Ces horloges à césium sont des horloges où on interroge une transition hyper fine entre les 2 niveaux fondamentaux de l'atome de césium à l'aide de 2 impulsions. Et on observe des franges d'interférence parce qu'il y a 2 chemins possibles pour l'atome. Il peut être excité soit dans la première zone, soit dans la seconde. Et c'est avec ces franges d'interférence qu'on cale la micro-onde sur la fréquence atomique. Donc finalement, ce qu'on réalise là, c'est une horloge qui est retardée par les photons qui sont piégés dedans. Et l'effet d'un photon décale la fréquence de l'horloge dans notre expérience de 10-7 environ. 10-7, ça correspond à 1 seconde par mois. Donc vous avez une horloge atomique qui va, suivant qu'elle contient 0 ou 1 photon, différer dans son rythme d'1 seconde par mois. Et 1 seconde par mois, c'est énorme pour une horloge. Je vous ai dit qu'on pouvait faire des horloges qui faisaient 1 seconde dans l'âge de l'univers. Donc vous voyez qu'au sens des horloges atomiques, la nôtre n'est pas très bonne, mais elle est excellente pour compter des photons, comme vous allez le voir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà les franges d'interférence qu'on obtient. Alors qu'est-ce que c'est que ces franges? On mesure la probabilité que l'atome sorte dans un niveau ou dans l'autre, et on balaye la fréquence, lorsqu'on balaye la fréquence des zones de Ramsey ici, et on voit que cette probabilité oscille entre 0 et 1. C'est un signal qui rappelle beaucoup les franges de Young, à ceci près qu'il s'agit d'interférences en fréquence au lieu d'être des interférences dans l'espace. Mais la mathématique est exactement la même. Et si au lieu de 0 photon, vous avez 1 photon dans la cavité, eh bien les franges sont décalées d'un demi-intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous accordez l'interféromètre pour être au sommet de la frange brillante quand il y a 1 photon, vous serez au centre de la frange noire quand il y a 0 photon. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'avec une forte probabilité, l'atome va sortir dans un état s'il y a 0 photon et dans l'autre s'il y a 1 photon. Et c'est vraiment analogue à l'expérience de Young. Et je vous montre maintenant le résultat de l'expérience ici. Voilà le temps qui s'écoule. Donc le temps est mesuré en secondes. Un atome détecté dans le niveau G va apparaître comme une barre bleue, un atome détecté dans le niveau E comme une barre rouge. Et vous voyez vraiment en temps réel ce qui se passe. Vous avez des traces de ce genre. Alors il y a du bruit, vous voyez qu'il y a des erreurs, mais de façon évidente, ici l'atome est dans G, et tout à coup il passe dans E, il revient dans G. Ça veut dire qu'ici, il y avait 0 photon. Tout à coup, 1 photon est apparu. Il est resté à peu près une demi-seconde dans l'appareil et a disparu. Et si vous augmentez l'échelle ici, vous voyez qu'on voit très clairement le moment où le saut quantique se produit. Et vous voyez ici que des centaines d'atomes qui traversent la cavité voient le même photon. Le photon n'est pas détruit par la mesure. Donc on a fait des tas d'expériences de mesure de ce genre. Alors une question qu'on peut se poser, c'est d'où vient ce photon? On n'a rien fait pour qu'il y ait un photon dans la cavité. Simplement, on est à 0,8 degrés Kelvin, et d'après la loi de Planck, on revient donc à cette fameuse loi du début du siècle, la probabilité pour qu'à 50 GHz, il y ait un photon dans un mode du champ est de 5%. C'est-à-dire que dans 95% du temps, la cavité est vide, et dans 5% du temps, un photon spontané apparaît dedans, simplement parce qu'il est émis par les fluctuations thermiques dans les miroirs à 0,8 Kelvin. Donc on profite simplement de la loi de Planck pour faire cette mesure. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que ce photon ait survécu une demi-seconde? Je vous ai dit que la durée de vie de la cavité était de 0,13 secondes. Alors, pour cela, il faut bien voir qu'en physique quantique, une durée de vie, c'est une durée moyenne.
certains événements peuvent durer beaucoup plus. Et là, manifestement, on a choisi un événement spectaculaire. On vous montre un photon qui a survécu 4 fois sa durée de vie moyenne. Pourquoi ? Parce que les photons, la distribution des durées de vie d'une particule, d'un photon ou d'une particule radioactive est exponentielle. Ça veut dire que la probabilité de décroissance est uniforme dans le temps et que le plus probable est qu'elle va disparaître très vite. Mais il y a des événements rares où elle peut survivre très longtemps. Donc vous voyez que la distribution des durées de vie des photons est très différente de la distribution des durées de vie d'une population humaine. On pourrait se dire que les photons ont de la chance. Vous voyez, ce photon-là, c'est comme un être humain qui aurait vécu 4 siècles, essentiellement. Alors ça, c'est l'aspect chance. Maintenant, l'aspect malchance, c'est que la plupart des photons que je ne vous ai pas montrés, ils sont morts-nés, en quelque sorte. Ils sont morts très, très jeunes. Donc il vaut mieux avoir une loi de distribution de la vie qui est plate et puis qui décroît très vite que d'avoir une distribution exponentielle. Bon, ça, c'est une petite parenthèse un peu métaphysique. Mais vous voyez qu'on peut donc détecter des photons uniques. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut compter des nombres de photons plus élevés. Alors, ce qu'on a fait dans cette expérience, c'est qu'on a injecté dans la cavité un petit nombre de photons. Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est très simple. Vous avez un cornet qui est couplé à un guide d'onde et à une source de micro-ondes classique, et on envoie une bouffée de micro-ondes dans l'appareil. La micro-onde occupe tout l'appareil, et puis quelques photons sont capturés sur les bords des miroirs, diffractés sur les bords des miroirs, et tombent dans le mode de la cavité. Et ces photons-là, ils restent pendant 1/10 de seconde. Par contre, on coupe la micro-onde externe, et tous les photons qui n'ont pas eu la chance de tomber dans la cavité disparaissent en un temps extrêmement court. Et donc, on peut ainsi capturer un champ, mais c'est un champ qui a une phase bien définie, parce qu'il est créé par une source classique, et un champ qui a une phase bien définie ne peut pas avoir un nombre de photons bien défini à cause des relations d'Heisenberg. Ce qui fait qu'au départ de notre expérience, l'histogramme qui représente la probabilité du nombre de photons est plat. On ne sait pas dans notre expérience s'il y a dans la cavité 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photons. En fait, l'état du champ est une superposition linéaire de champs à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photons. Et ensuite, on envoie des atomes dans la cavité un à un. Et à chaque fois qu'on envoie un atome, on obtient une information qui est l'atome sort dans un état ou dans l'autre. Et on accumule une information qui, petit à petit, nous permet d'inférer la probabilité et d'améliorer notre précision sur la connaissance de la probabilité. Et vous voyez ici que la probabilité d'avoir des photons hésite un moment, et puis elle finit par se stabiliser à la valeur n égale 5. Si vous recommencez la même expérience une deuxième fois, vous allez avoir, par exemple, une stabilisation à n égale 7. Et puis une autre troisième fois, vous allez trouver n'importe quelle autre valeur. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette expérience démontre que la mesure donne un résultat aléatoire. Et ça illustre encore une phrase d'Einstein. Einstein disait qu'il n'aimait pas le fait que Dieu joue au dé en physique quantique, c'est-à-dire que le résultat d'une mesure était aléatoire. Mais effectivement, vous voyez que ce genre d'expérience montre que Dieu joue vraiment au dé. Et on a fait cette expérience en 2007. Et si on fait l'histogramme de tous les résultats, si on fait l'expérience des milliers de fois et qu'on regarde la probabilité de trouver tel ou tel résultat, on obtient une courbe en cloche qui est en fait une loi de Poisson. Et on démontre ainsi expérimentalement qu'un champ cohérent qui a une phase bien définie obéit à une loi de Poisson pour son nombre de photons. Vous voyez que l'incertitude sur le nombre de photons, elle est conjuguée de l'incertitude sur la phase. On a un paquet, un flou dans la définition du nombre de photons parce que ce champ a une phase bien définie. Et si vous perdez de l'information sur la phase, à ce moment-là, vous pouvez réduire l'incertitude sur le nombre de photons. Une autre caractéristique de ces expériences, c'est qu'elles ne donnent aucune information sur les cohérences entre des états à nombre de photons différents. En fait, il y a des amplitudes de probabilité associées à chaque nombre, et la relation de phase entre ces amplitudes de probabilité est complètement brouillée lorsqu'on fait une mesure du nombre de photons. Parce que mesurer le nombre de photons, c'est accepter de ne pas acquérir d'informations sur la variable conjuguée qui est la phase. Alors, une autre illustration de cette expérience, c'est qu'on peut la pousser beaucoup plus loin. On n'est pas obligé de s'arrêter au moment où le nombre de photons a convergé. Vous voyez que là, on mesure sur un temps beaucoup plus long. Donc, d'abord, le champ est projeté sur, ici, n égale 5. Et puis, vous voyez que si vous répétez la mesure, le système reste dans n égale 5. C'est encore un des postulats de la mesure. Une fois que vous avez fait une mesure quantique et que vous avez obtenu un résultat, le système confirme ce résultat plusieurs fois. Évidemment, il le confirme tant qu'aucune perturbation n'est venue troubler ce qui se passe. Mais là, les perturbations, c'est que la cavité n'est pas parfaite. Et vous voyez qu'à des instants aléatoires, le champ va perdre des quanta.
et c'est ce qu'on appelle des sauts quantiques. Le champ s'amortit par sauts quantiques successifs. Et là, je vous ai représenté donc une trajectoire unique du champ, suivie par cette observation continue. Et vous pouvez recommencer des centaines de fois. Je vous donne quelques exemples ici. Vous pouvez observer la disparition des photons. Vous voyez comment ils disparaissent un à un sur des trajectoires individuelles. Et vous voyez que c'est une vision quantique du monde qui est complètement différente de la vision des ingénieurs qui font de l'électromagnétisme classique. En physique classique, vous mettez un champ dans une cavité, ce qui se passe, c'est qu'il décroît exponentiellement. Mais ça, c'est parce que c'est un champ classique. Mais si vous avez un champ quantique et que vous êtes capable de résoudre les quantas, ce que vous voyez, c'est que le champ se décroît en marge d'escalier. Et ces marges d'escalier sont aléatoires. Vous voyez que même dans certains cas, parce qu'on n'est pas à 0 degré, le champ peut remonter, c'est simplement qu'un photon thermique est apparu. Et ce n'est qu'en moyennant des milliers de trajectoires de ce genre qu'on retrouve les propriétés statistiques classiques, c'est-à-dire la décroissance exponentielle du champ. Donc ici, vous voyez une cascade de n égale 4 à n égale 0. Des sauts quantiques analogues ont été observés sur un ion piégé qui saute entre deux états à des instants aléatoires. Donc la notion de saut quantique qui était contenue au départ dans la physique quantique est devenue maintenant observable grâce à ces méthodes expérimentales sur des systèmes réels. Alors je voudrais terminer maintenant par une exploration de l'autre partie de la médaille, si vous voulez, l'aspect ondulatoire. Pour l'instant, j'ai insisté sur des expériences qui comptent les photons un peu comme on compte des billes dans une boîte, c'est-à-dire l'aspect granulaire du champ. Maintenant, je voudrais faire des expériences qui sont sensibles à la phase du champ, c'est-à-dire à l'aspect ondulatoire. Et c'est des expériences qui vont nous permettre de revenir à cette idée de chat Schrödinger. Alors pour cela, j'ai besoin simplement d'introduire un concept très simple qui est l'effet d'indice de réfraction, mais je vais parler de l'indice lorsqu'il n'y a qu'un seul atome dans la cavité. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'un atome non résonant qui traverse la cavité change de façon transitoire la fréquence du champ. Donc voici une cavité avec 5 ventres du champ électromagnétique, et il y a quelques photons dans le mode de cette cavité, n photons, et j'envoie un atome de Rydberg à travers. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que l'énergie du système va changer lorsque l'atome rentre dans la cavité, c'est l'effet de light shift, et donc tout se passe comme si cet atome entrait dans un puits de potentiel, puisque dire qu'une énergie change avec la distance, c'est dire qu'on a un puits de potentiel, et la dérivée de l'énergie avec la distance, c'est une force qui agit sur l'atome. Donc vous voyez que ce petit modèle mécanique nous dit que l'atome, dans ce potentiel lumineux, s'il contient n photons, va gagner de l'énergie cinétique quand il va rentrer dans la cavité, et une énergie cinétique qui est n delta E1, où delta E1 est le light shift associé à un seul photon. Ces forces, ce fait que le champ lumineux change le mouvement de l'atome, c'est typiquement ce qui est utilisé pour refroidir les atomes ou piéger les atomes à l'aide de lumière. Mais ici, je m'intéresse à ces forces au niveau des quantas très très faibles. Alors, une question bateau qu'on peut poser dans un examen élémentaire de conservation de l'énergie, c'est d'où vient l'énergie quand l'atome est rentré, d'où vient l'énergie cinétique de l'atome? Bien, elle ne peut venir que du champ. Mais elle ne peut venir que du champ que de deux façons. Soit parce que le nombre de photons a changé, mais ça, c'est pas possible parce que le système est incapable d'absorber ou d'émettre des photons. L'autre solution, c'est que la fréquence de chaque photon a changé, elle est devenue oméga moins delta, et donc que le champ a perdu l'énergie NH bar delta. Et la conservation de l'énergie exige que ces deux quantités soient égales, c'est-à-dire que delta soit égal à delta E1 sur H bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement de fréquence du champ induit par un atome est le même que le changement de fréquence de la transition atomique induite par un photon. Donc on a encore ce dualisme qui est que l'effet de l'atome sur le champ se reflète par l'effet du champ sur l'atome. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pendant que le temps de traversée de l'atome, le champ est déphasé de delta t, et delta peut atteindre la valeur 90 degrés. Et il prend un signe plus ou moins suivant que l'atome est dans l'état E ou G. Donc ce que montre cette simple petite analyse, c'est que si j'envoie un champ dans une cavité, il va prendre une phase si l'atome est dans un niveau, et la phase opposée, plus ou moins 90 degrés, si l'atome traverse la cavité dans l'autre niveau. Alors comment est-ce qu'on va décrire ça mathématiquement? Je vous rappelle qu'une quantité qui a une phase est représentée par un vecteur dans le plan de Fresnel. Un champ qui a une amplitude donnée, c'est une sinusoïde qui a une amplitude donnée, et la phase, c'est évidemment, elle est liée aux instants auxquels la sinusoïde atteint son maximum.
Et vous voyez que ces 3 sinusoïdes de couleurs différentes représentent un champ triphasé, 3 phases à 120 degrés. Et tous les électroniciens ou ingénieurs en électronique savent qu'on les représente par des vecteurs dont la longueur et l'amplitude du champ et la direction, la phase. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan de Fresnel. Alors, pour le champ quantique, on a exactement la même chose, à ceci près que l'extrémité du vecteur est floue à cause des relations d'incertitude d'Heisenberg. Vous voyez que la longueur du vecteur est floue parce que le nombre de photons ne peut pas être bien défini, et la direction conjuguée est un peu floue parce que la phase ne peut pas être parfaitement définie. Et donc, en fait, on représente un champ cohérent comme une distribution de points qui représente la distribution des extrémités de ces vecteurs sur une gaussienne que j'ai représentée en code couleur ici, maximum étant au centre. Et cette gaussienne, c'est ce qu'on appelle en optique quantique la fonction de Wigner du champ. Mais c'est une représentation cartographique, si vous voulez, de l'état du champ, une distribution à 2D qui est représentée ici en code couleur. Donc voilà ce qu'est un champ cohérent. Et la question est, qu'est-ce qui va arriver à ce champ si je le soumets à un seul atome qui traverse la cavité? Alors je reprends une expérience très simple. J'ai commencé par injecter ce petit champ cohérent dans la cavité, et je vais maintenant soumettre ce champ à un seul atome. L'atome arrive, dans R1, je le soumets à une impulsion qui prépare une superposition linéaire de E et de G, et cette superposition, je la fais traverser la cavité. Donc, vous voyez, c'est la même expérience que tout à l'heure, mais maintenant, je regarde ce qui se passe sur le champ. Le champ va être déphasé dans une certaine direction si l'atome était dans l'état E, et dans la direction opposée si l'atome était dans l'état G. Et si vous réfléchissez maintenant à la situation que vous avez là, c'est typiquement une situation à la Schrödinger. Vous avez une intrication entre l'état de l'atome et la phase du champ. Et si le champ contient un grand nombre de photons, ce champ symbolise le chat. C'est un système qui a beaucoup de quanta et qui est couplé à un système qui n'a qu'un seul quantum. Si vous n'aviez pas R2, et si vous comptez détecter l'atome, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver l'atome ou dans E ou dans G. Si vous trouvez l'atome dans E, le champ va avoir cette phase. Si vous trouvez l'atome dans G, le champ va avoir cette phase. Donc, si vous ne savez pas de R2, vous allez détruire l'ambiguïté quantique en faisant la mesure, et vous allez trouver une phase ou l'autre, ce qui est très classique. Ça revient simplement à dire, si l'atome est traversé dans E, la phase du champ a pris une valeur. Si l'atome est traversé dans G, la phase du champ a pris l'autre valeur. Alors, l'astuce quantique, ça consiste, avant de faire la mesure, de soumettre à nouveau le même atome à une deuxième impulsion dans R2 qui mélange à nouveau les niveaux E et G. Et vous voyez que maintenant, si vous détectez maintenant, vous n'avez aucun moyen de savoir quelle a été la trajectoire interne de l'atome dans l'interféromètre. Et ceci rétablit la possibilité de superposition quantique. Lorsque vous mesurez l'atome maintenant, détecter l'atome dans E ou dans G projette le champ dans une superposition des deux phases possibles. Cette expérience, si vous y réfléchissez un petit peu, c'est une illustration parfaite de la complémentarité. Si vous voulez observer une superposition d'états, il faut perdre l'information sur la trajectoire. Et c'est le mélange des niveaux dans R2 qui réalise cette perte d'information. Dans le langage de l'information quantique, on dit qu'on efface l'information quantique, et c'est cet effacement de l'information qui restitue l'interférence. Alors, pourquoi est-ce que ça illustre la complémentarité? Je vais vous le montrer rapidement ici. Dans cette expérience, l'atome qui prépare le chat subit deux impulsions micro-ondes qui mélangent les niveaux. Une impulsion ici, une impulsion là. Et finalement, on mesure la probabilité de trouver l'atome dans un état ou dans l'autre. Si vous y réfléchissez, ça rappelle un interféromètre qu'on appelle un Mach-Zehnder en optique, mais c'est équivalent à l'interféromètre de Young. Et le champ qui est à l'intérieur de la cavité peut être considéré comme un appareil de mesure, un mètre, dont la phase va nous permettre de savoir si l'atome a traversé dans un état ou dans l'autre. Donc le champ est une espèce d'espion qui va jouer le rôle d'informateur sur la trajectoire suivie par l'atome. C'est l'équivalent de la fente mobile dans l'expérience de tout à l'heure. Et vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de faire la mesure. On n'a pas besoin d'avoir un observateur qui va observer ce qui s'est passé. Le simple fait que cette mesure soit possible va détruire les franges. Et on fait l'expérience, vous mesurez des franges, et vous voyez que le contraste des franges est inversement proportionnel à la séparation des deux branches de ce chat de Schrödinger. Comment est-ce que vous variez cet angle? Vous le variez en changeant le déphasage, en changeant le désaccord de fréquence entre l'atome et la cavité. Plus l'atome est proche de résonance, plus grand va être
l'angle de séparation, l'effet d'indice est inversement proportionnel au désaccord de fréquence. Et donc vous voyez qu'on a un très bon accord expérimental et on peut dire que cette expérience illustre la complémentarité à la Bohr. Mais on peut faire plus que ça. On peut ensuite mesurer ce chat de Schrödinger dans la cavité. Comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on envoie d'autres atomes et par une méthode que je n'ai pas le temps de décrire, qu'on appelle la tomographie quantique, on peut reconstituer statistiquement l'image du champ qui n'est plus un état cohérent, mais qui est la superposition de deux états cohérents. Et on obtient ce qu'on appelle une fonction de Wigner expérimentale qui permet de reconstruire l'état du champ. Donc ça, c'est le chat vivant. Ici, vous avez le chat mort. Et entre les deux, vous avez des franges qui peuvent prendre des valeurs positives et négatives qui illustrent ces oscillations. C'est un signal d'interférence qui décrit la cohérence quantique du chat. Donc on peut vraiment mettre en évidence ces superpositions, ici avec 8 photons en moyenne dans la cavité. Et on peut même faire plus que ça. On peut prendre des vues successives de cet état du champ au cours du temps et voir comment, lorsque le temps s'écoule, les interférences disparaissent. Et c'est ce qu'on appelle la décohérence. Ce qui se passe, c'est que dès que des photons se perdent dans les parois de la cavité, l'information que ces photons emportent va nous permettre en quelque sorte de savoir si le chat était vivant ou mort, et donc va détruire l'interférence quantique entre les deux composantes du chat. Alors je vais ici vous montrer ce petit film, qui est expérimental aussi, qui illustre ça. Alors vous voyez le temps en millisecondes en bas, et vous allez voir qu'au bout d'à peu près une vingtaine de millisecondes, les franges d'interférence que vous avez ici auront complètement disparu. Il y a des fluctuations, mais vous voyez que là, après une vingtaine de millisecondes, eh bien, on a maintenant simplement les deux pics, c'est-à-dire qu'on a eu un mélange statistique d'un champ qui a une phase ou l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'on voit un mélange statistique? Parce que pour faire cette expérience, il faut moyenner sur un très grand nombre de réalisations. Mais ce qui est important, c'est que les franges ont disparu. Et vous voyez que la décohérence intervient en un temps qui est beaucoup plus court que la durée de vie du champ. Le champ a une durée de vie de 130 millisecondes, et au bout de 20 millisecondes, il ne reste plus de cohérence. Et ça, c'est parce qu'on a quelques photons. Mais en fait, la théorie montre que le temps de décohérence décroît comme 1 sur le nombre de quanta. C'est-à-dire que si vous aviez 1000 photons, la décohérence se ferait en 1/10 millième de seconde, et ainsi de suite. Et si vous avez des milliards de photons, comme ceux que vous avez dans un laser, la décohérence est tellement rapide que vous ne voyez que le résultat final. Si vous voulez un peu une métaphore, reprenons l'analyse de l'expérience du chat. La règle, c'est que la décohérence intervient en un temps qui est la durée de vie du système divisé par le nombre de quanta qu'il contient. Bon, imaginez qu'un chat vit 15 ans, et vous divisez les 15 ans par les 10 puissance 27 molécules, et en fait il y a beaucoup plus, parce que chaque molécule a un grand nombre de niveaux d'énergie, vous arrivez à des temps qui sont de la femtoseconde ou quelque chose comme ça, et je mets au défi quiconque de tuer un chat en moins d'une femtoseconde. Donc en fait, l'expérience devient ridicule dès que vous avez des grands nombres de quanta. On n'est pas capable de préparer le système avant qu'il ait décohéré. Et c'est ce genre d'argument qui permet de comprendre, au moins intuitivement, pourquoi le monde classique, qui est formé d'un très grand nombre de particules, est un monde décohéré, dans lequel les effets quantiques, ces superpositions macroscopiques d'états, ont du mal à apparaître. Alors, je voudrais simplement terminer en disant que les expériences que nous faisons avec des atomes, en fait, on peut les reprendre avec des tas d'autres systèmes. Et il y a un nouveau système qu'on appelle l'électrodynamique des circuits, dans lesquels les atomes de Rydberg sont remplacés par des atomes artificiels, des petits circuits électriques avec des jonctions Josephson supraconductrices, dans lesquelles on peut isoler des niveaux quantiques et fabriquer des systèmes à 2 niveaux. Et on peut, sur une puce de 1 mm ou 2 de dimension, reconstruire toute notre expérience. Voilà l'atome artificiel ici. Vous avez une ligne qui permet de micro-ondes qui remplace, qui forme un guide micro-ondes qui représente une cavité radiofréquence couplée par une capacité à notre atome. Vous pouvez alimenter par des impulsions micro-ondes, effectuer des transitions sur l'atome, comme ce qu'on fait dans nos zones de Rydberg, dans nos zones de Ramsey, pardon. Et puis vous pouvez alimenter directement la cavité par cette ligne, comme nous introduisons des champs cohérents dans notre cavité. Et puis il y a une façon de détecter ces atomes artificiels à l'aide de ce qu'on appelle un SQUID, un système interférentiel quantique, qui joue le rôle de notre ionisation par effet de champ.
Alors, je n'ai pas le temps de décrire ça, mais je vous montre simplement ici un chat de Schrödinger obtenu en électrodynamique des circuits, comparé à notre chat de Schrödinger à nous. Vous voyez qu'il y a une très grande analogie. Et cette électrodynamique des circuits, elle a l'avantage de pouvoir aller beaucoup plus vite. Les atomes artificiels sont encore beaucoup plus gros que des atomes de Rydberg, et donc se couplent beaucoup plus vite au rayonnement. Et nos expériences qui s'effectuent à l'échelle de la microseconde peuvent s'effectuer à l'échelle de la nanoseconde dans ces circuits. Et on les considère comme étant très prometteurs pour l'information quantique. Ne serait-ce aussi que parce que des atomes artificiels, on sait comment les préparer par lithographie, et on peut utiliser toute la technologie de l'électronique et de l'informatique classique pour la généraliser à ces systèmes, avec la grosse difficulté technique que ça ne fonctionne qu'à très très basse température, quelques millikelvin, donc il faut des cryostats à dilution, etc., etc. Donc je vais conclure là en disant que j'espère vous avoir convaincu qu'on a parcouru un long chemin depuis Bohr et Einstein, et maintenant ça va très vite. Vous voyez, à gauche, c'était la couverture de Physics Today lorsqu'on a publié nos premières expériences il y a maintenant 7 ou 8 ans, avec nos cavités micro-ondes, et voilà une couverture 4 ans plus tard qui montre que les circuits de QED ont rattrapé cavity QED. Vous voyez ici 2 atomes artificiels qui sont couplés à la même cavité, ici, puis des cavités à l'extérieur. Et avec ces systèmes-là, vous voyez qu'en échangeant des photons entre atomes réels et artificiels, on peut intriquer ces atomes entre eux, faire de la logique quantique. Et je vous donne un exemple. Récemment, en électrodynamique des circuits, on a pu montrer que 15 était bien égal à 5 fois 3, ce qui vous rassurera sans doute, avec beaucoup d'erreurs. En fait, dans 48% des cas, ils trouvaient que 15 était égal à 5 fois 3. Mais on peut rire, mais c'est pas tellement... En fait, la difficulté de factoriser, c'est de trouver le résultat. Et si on se trompe, on peut vérifier tout de suite qu'on s'est trompé, parce qu'en multipliant les facteurs, en ne trouvant pas 15, on voit qu'on a fait une erreur. Et ça, c'est très important parce que les opérations sont très asymétriques. C'est très difficile de factoriser, mais c'est très facile de multiplier. Donc, même si on se trompe 99% du temps, si on vous demande de factoriser un nombre qui a 500 digits, eh bien, un ordinateur classique sera incapable de le faire, parce qu'il lui faudra des années et des années, et beaucoup plus que ça même, un temps qui croît exponentiellement avec le nombre de digits, alors qu'en principe, un ordinateur quantique serait capable de le faire de façon polynomiale en temps, et même s'il se trompe très souvent, ça sera beaucoup mieux que l'ordinateur classique. Donc c'est un petit peu ça, la philosophie de l'ordinateur quantique. Est-ce qu'on peut exploiter les superpositions quantiques pour calculer? Donc le rêve, c'est de fabriquer des ordinateurs qui sont des espèces de chats de Schrödinger qui calculeraient en parallèle sur toutes sortes de chemins. On ferait interférer les chemins à la fin pour trouver le résultat qui nous intéresse. Il existe des algorithmes quantiques qui disent que c'est possible sur le papier, qui sont beaucoup plus rapides qu'en info classique. J'ai cité la factorisation, il y en a quelques autres. Et donc ceci a déclenché une recherche expérimentale très active sur des systèmes de quelques atomes, de quelques photons, des opérations logiques élémentaires. La réalisation de véritables ordinateurs se heurte au problème de la décohérence qui devient absolument épouvantable dès qu'on a plus que quelques particules. Et donc ça reste largement utopique. On a des idées pour corriger les erreurs, mais la correction d'erreurs quantiques est un problème extrêmement difficile et pour l'instant, on n'est pas du tout sûr qu'on y arrivera. Il n'en reste pas moins que le traitement quantique de l'information est un domaine très actif sur le plan théorique et expérimental et qui nous permet de comprendre et d'analyser de façon profonde la complexité quantique. Et je voudrais terminer là-dessus parce qu'on me pose souvent la question, mais alors quand est-ce qu'on aura un ordinateur quantique? Est-ce que vous travaillez pour l'ordinateur quantique? Donc finalement, le lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et je voudrais dire qu'en fait, il y a une imprédictabilité complète de la recherche fondamentale. Si vous aviez posé la question à ceux qui ont découvert le laser, à ceux qui ont découvert la résonance magnétique dans les années 40, à ceux qui ont découvert le transistor dans les années 50, à quoi servirait leur découverte, ils auraient été absolument incapables de le dire. Et en fait, toutes les avancées technologiques dont on profite maintenant et qui ont bouleversé notre existence résultent d'avancées de recherche fondamentale qui n'avaient pas été prévues. Et je vous donne un exemple, j'aurais pu en prendre des tas. Le laser, en 1960, personne ne savait à quoi il servirait. Quelques années plus tard, on a développé des fibres optiques ultra transparentes permettant de transporter la lumière laser sur des dizaines de kilomètres avec des pertes négligeables. Et puis ensuite, les transistors et les circuits intégrés ont développé les ordinateurs avec la puissance que vous connaissez.
Et puis, quand on a vraiment intégré ces trois recherches fondamentales, on a eu l'Internet avec tout ce que vous savez, toutes les conséquences que vous savez. Et j'aurais pu donner d'autres exemples. Donc, il est essentiel de maintenir une recherche fondamentale sans même savoir les applications. Et je pense que la recherche en information quantique actuellement, personne ne sait où elle va. Une chose dont on est sûr, c'est qu'elle va quelque part et que le résultat nous surprendra sans doute plus que les utopies ou les fantasmes que l'on a maintenant sur l'ordinateur quantique tel qu'on peut essayer de l'imaginer. Donc ce que je voudrais dire, c'est que toutes ces nouvelles technologies, elles ne peuvent jaillir vraiment que de la recherche fondamentale, et que la recherche fondamentale, elle a besoin de deux richesses sans prix, qui sont le temps et la confiance. Il faut du temps pour développer ces expériences. Dans mon groupe, on a passé 30 ans à travailler là-dessus, et disons, c'est peut-être pas exact de dire qu'on a travaillé 30 ans sur ces expériences-là, mais on a passé au moins 15 ans, après qu'on ait compris comment on pouvait faire pour mettre au point nos expériences. Et le groupe de Wineland à Boulder a travaillé sur des constantes de temps comparables. Et le temps et la confiance est importante aussi, parce qu'on ne peut pas faire des recherches comme ça en promettant qu'on va trouver, en annonçant ce qu'on va trouver dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, c'est-à-dire en travaillant sur des contrats de courte durée, sur projets de courte durée. On ne peut faire ces expériences que si on travaille dans un environnement dans lequel les directeurs du laboratoire et les institutions qui les représentent ont été capables d'identifier les personnes auxquelles ils font confiance et de laisser travailler longtemps dans la direction qu'ils veulent sans leur imposer de limites. Il existe des structures dans le monde qui font ça. Il y a eu, par exemple, pendant 20 ans, ou 30, plus que ça, pendant 40 ou 50 ans aux États-Unis, les fameux laboratoires Bell, où les directeurs du laboratoire choisissaient les jeunes ou pas tellement jeunes chercheurs et leur disaient « Vous faites ce que vous voulez, je vous donne l'argent qu'il vous faut pour ça ». Ça a donné au moins une dizaine de prix Nobel dans tous les domaines, du transistor au refroidissement des atomes par la lumière, à la découverte du rayonnement cosmologique, aux caméras CCD, à l'effet Hall quantique et même à la première expérience de Davison et Germer sur l'interférence d'électrons. Et ça a marché jusqu'au moment où, à l'époque bénie de Thatcher et de Reagan, on a dérégulé tout et les Bell Labs, qui avaient le monopole des télécoms aux États-Unis, l'ont perdu ce monopole et sont rentrés dans une compétition farouche avec d'autres boîtes. Et les actionnaires ont dit, pour supporter cette compétition, on ne peut plus soutenir la recherche gratuite qui ne produit pas de résultats à 6 mois ou 1 an près. Et donc les Bell Labs ont fermé. Et donc je voudrais terminer en disant que tout ceci n'est pas vraiment favorisé par les lois du marché global pour qui seul compte la vitesse et les résultats rapidement acquis. Et je pense que les gens qui organisent la recherche dans les pays, je ne parle pas seulement de la France, et au niveau européen, au niveau mondial, devraient comprendre ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et un endroit où cette recherche motivée par la curiosité a prospéré au cours des 50 dernières années, c'est bien le laboratoire Castler-Brossel. Il a été créé par Jean Brossel et Alfred Castler dans les années 50 à partir de cette idée géniale du pompage optique qui a été vraiment le démarrage de la manipulation des atomes par la lumière. Et surtout, Castler et Brossel avaient cet esprit. Ils s'entouraient de jeunes auxquels ils faisaient confiance, ils les laissaient travailler indépendamment, ils leur donnaient les moyens de travailler et d'accumuler ces connaissances au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça que j'aime montrer la photo suivante qui représente, qui a été prise au laboratoire Castler-Brossel le jour où le prix Nobel de Castler a été annoncé. Et donc, vous voyez sur cette photo, il y a Cohen Tanuji, Castler, et moi, complètement méconnaissable ici. Donc, c'était avant que j'enseigne, c'était juste après que j'ai choisi l'école normale plutôt que l'école polytechnique, donc personne n'est parfait. Et vous voyez donc que c'est cette continuité qui a vraiment été reconnue par cette succession de prix Nobel. Alors, il faut du temps et de la confiance. L'autre ingrédient essentiel, c'est qu'il faut une bonne équipe. Il faut être entouré de gens qui peuvent travailler ensemble dans la confiance. Et rien n'aurait été possible sans les 2 collègues, Michel Brune et Jean-Michel Raymond, qui ont été mes étudiants et qui ont pu ensuite continuer à travailler avec moi. Et actuellement, nous avons 2 jeunes chercheurs, Igor Dotsenko et Sébastien Glaise, et puis toute une équipe de jeunes chercheurs et post-docs qui les entourent. J'ai compté récemment que sur les 30 dernières années, on a eu à peu près 75 personnes qui ont
traversé notre groupe, passé dans notre groupe comme étudiants ou comme post-doc, sur lesquels la moitié étaient des étrangers, représentant 20 nationalités. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est vraiment le privilège du travail de la recherche actuellement, d'avoir la possibilité de communiquer, d'entrer en contact et de travailler avec des gens qui, dans des cultures différentes, partagent la même curiosité et le même idéal pour la science, et en particulier la science fondamentale. Et donc, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. J'ai été un peu long, mais enfin...